Salut à tous et bienvenue dans 2 mots sur les dispositifs médicaux, saison 2. Je suis Nicolas Martelly, pharmacien hospitalier et enseignant-chercheur, spécialiste du dispositif médical. Dans ce deuxième numéro d'actualité de cette deuxième saison donc, je reviens sur les infos qui m'ont marqué au cours de ces dernières semaines. Mais avant cela, si vous aimez ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à me laisser des commentaires, par exemple pour me suggérer des thèmes que vous voudriez voir traités dans un futur épisode, ou tout simplement pour me témoigner votre amour débordant et en me laissant par exemple des pouces bleus sur YouTube ou bien des étoiles sur les hébergeurs de podcasts. Allez, c'est parti pour l'actu. Deux mots sur les dispositifs médicaux, le podcast qui, en moins de 2, vous en dit plus sur les dispositifs médicaux. La première info concerne une étude hollandaise publiée courant septembre et qui porte sur les prothèses mammaires en silicone. Les prothèses mammaires en silicone, pour mémoire, ce sont les dispositifs à l'origine d'un des scandales les plus retentissants de ces 20 dernières années dans le domaine du DM. En effet, c'étaient les DM impliqués dans l'affaire polyimplant prothèse, fameuse affaire PIP. En très résumé, qu'est-ce qui s'était passé ? L'entreprise PIP a été accusée d'avoir remplacé le silicone de qualité médicale de ses prothèses par un silicone artisanal non conventionnel à l'origine de réactions métaboliques allant de la simple inflammation au développement de cancers, de lymphomes plus précisément, chez les patientes implantées. Bref, c'est à la suite de cette fraude, notamment, que la refonte de la réglementation des DM en Europe a été décidée. L'étude dont je souhaite vous parler aujourd'hui, et publiée dans la revue JAMA Network Open, concerne les prothèses mammaires en silicone et, disons-le, jette un pavé dans la mare par rapport à la sécurité de ces dispositifs médicaux. Et ce, je le précise, indépendamment de l'affaire PIP. En effet, les prothèses mammaires en silicone sont utilisées depuis environ une 50aine d'années et des cas d'événements indésirables que l'on suspecte associés à ces DM ont été régulièrement rapportés, et je le répète, en dehors même des prothèses frauduleuses PIP. On retrouve des cas de lymphome, donc ces fameux cancers, très rares heureusement, mais aussi d'autres maladies, moins bien étiquetées, aux symptômes divers tels que fatigue, brouillard cérébral, céphalée, douleurs diffuses, et j'en passe. Pour expliquer ces maladies, il a été avancé qu'il pourrait s'agir d'une réponse immunitaire engendrée par la présence de silicone ayant fui hors de la prothèse, hors de l'implant. Ce qui a pu mettre certains sur cette voie est notamment le fait qu'il y a plusieurs études qui ont montré une diminution de ces symptômes après un retrait des prothèses. L'équipe hollandaise de l'étude qui nous intéresse aujourd'hui a cherché à savoir quelle était la fréquence de ces fuites, notamment pour les prothèses dites en gel cohésif qui sont censées être plus sûres et avec moins de risque de fuite justement. Pour cela, ils ont analysé les échantillons du tissu mammaire qui entoure la prothèse et des ganglions lymphatiques d'une série de patientes. Ces tissus ont été obtenus suite à un retrait ou un changement de la prothèse chez 389 femmes porteuses de prothèses en silicone, dont 46 avaient des prothèses en gel cohésif. Le résultat est consternant, puisque des particules de silicone ont été retrouvées hors de la prothèse dans 98,8% des cas. Parmi les patientes avec une prothèse en gel cohésif, cette fois, les résultats n'étaient pas significativement différents, il y avait aussi des fuites. Dans 92,5% des cas, les auteurs ont détecté des signes d'inflammation et 6 femmes présentaient des signes de lymphome. Alors cette étude n'est pas parfaite non plus, elle a été réalisée dans un seul centre hospitalier, c'est ce qu'on appelle une étude monocentrique, et elle a été faite sur une période de temps très longue où on peut se poser la question de l'homogénéité des prothèses étudiées. Toutefois, ces résultats sont très préoccupants et devraient à minima soulever la question de l'information des patientes sur les risques encourus à avoir ce type de prothèse. Les auteurs ont même une approche encore plus drastique du sujet car ils suggèrent carrément d'arrêter l'implantation de ces prothèses en silicone tant que leur innocuité n'aura pas été entièrement prouvé. Je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler. À suivre donc. La deuxième info concerne le Royaume-Uni et son approche réglementaire concernant les dispositifs médicaux contenant de l'intelligence artificielle. Maintenant que nos amis britanniques ont quitté l'Union européenne, ils souhaitent bénéficier de la souplesse, disons, que leur confère cette indépendance pour se doter le plus rapidement possible d'une nouvelle réglementation sur les DM logiciels et ceux contenant de l'intelligence artificielle. Pourquoi donc ? Eh bien, c'est un peu une course à la fois contre la FDA, la Food and Drug Administration américaine,
et la Commission européenne d'autre part. Et cette course, c'est un peu à celui qui publiera la première réglementation claire sur le sujet de l'intelligence artificielle. L'avantage est non seulement médical, en attirant les entreprises aptes à innover et à proposer des nouvelles solutions thérapeutiques pour les patients, mais aussi économique, ne nous y trompons pas. À ce petit jeu, le Royaume-Uni est en train de prendre un sacré avantage sur les Américains et les Européens. En effet, la MHRA, qui est l'équivalent de notre ANSM national, a récemment invité le public à participer à ce grand chantier pour, je cite, une future gouvernance faisant du Royaume-Uni un leader mondial pour les entreprises du DM qui priorisent la santé des patients et favorisent l'innovation. Rien que ça. L'idée est de définir les prérequis en matière de qualification, mais aussi de classification des DM contenant de l'intelligence artificielle, ou encore des spécifications en matière de suivi après commercialisation. Pour gagner encore du temps, ce ne serait pas de nouvelles lois ou une réglementation à proprement parler qui viendrait encadrer tout cela, mais plutôt de simples recommandations ou conseils, en anglais guidance. Grosso modo, régulons, mais pas trop fort, histoire de ne pas faire peur aux futurs investisseurs et entreprises. Bref, guéguerre à suivre au pays de l'IA. La troisième info concerne une étude française, Cocorico, publiée très récemment dans le journal médical JAMA et qui porte sur les stent retrievers. Alors vous allez dire que je suis monomaniaque car les stent retrievers c'était déjà le sujet du premier épisode de la saison 2. Alors je vous invite à aller le réécouter pour l'occasion, mais en très court et très trivial, ce sont ces fameux dispositifs qui fonctionnent un peu comme des filets à papillons pour aller chercher un thrombus qui obstrue une artère cérébrale. Et ce, je vous le rappelle aussi, dans le traitement des redoutés AVC ischémiques. L'étude qui vient de sortir a comparé l'utilisation des stent retrievers seuls à la combinaison d'un stent retriever et d'un autre dispositif dont je vous avais très rapidement parlé, et ce sont en fait tout simplement des systèmes d'aspiration des thrombus. L'idée ici est de dire tout simplement que si j'aspire un peu mon thrombus puis que je finalise avec mon stent retriever, je devrais théoriquement faire mieux que le stent retriever tout seul. Pour vous prendre une image ménagère, si je passe l'aspirateur puis qu'ensuite je passe le balai, eh bien ma maison devrait être plus propre, non ? Eh bien, cette étude montre qu'il n'y aurait pas de différence significative en fait. C'est une étude randomisée, contrôlée, qui a été menée chez un peu plus de 400 patients. La moitié a été traitée avec le stent retriever seul et l'autre moitié avec la combinaison aspiration-stent retriever. Le critère de jugement principal de l'étude était la reperfusion de l'artère après intervention et aucune différence significative n'a été mise en évidence entre les groupes. De même, le suivi clinique à 1 an n'a pas montré de différence entre les patients traités. Les auteurs reconnaissent eux-mêmes que ce résultat est un peu contre-intuitif et admettent aussi que le nombre de patients étudiés, qui n'est pas négligeable tout de même, pourrait ne pas être suffisant pour avoir détecté une différence significative. En tout cas, à l'heure actuelle, impossible de statuer sur la supériorité de la combinaison versus le stent retriever seul. La quatrième info en bref concerne le nouveau règlement sur les dispositifs de diagnostic in vitro, qui devrait normalement s'appliquer à partir du 26 mai 2022. Seulement voilà, à l'heure actuelle, seuls 6 organismes ont été notifiés pour ce nouveau règlement, ce qui a fait craindre à la Commission européenne une situation cataclysmique pour les entreprises du secteur. En effet, ces dernières ne pourraient pas renouveler à temps leur marquage CE d'ici le mois de mai prochain avec si peu d'organismes. Aussi, la Commission européenne, afin d'éviter les ruptures d'approvisionnement, a décidé d'assouplir les conditions d'accès au marché en faisant que, pour un certain nombre de DM de diagnostic in vitro déjà marqués CE, il y ait une période de grâce plus longue au-delà du 26 mai 2022. En d'autres termes, un peu de répit pour les fabricants pour faire renouveler leur marquage CE et un peu de temps pour que des organismes nouveaux soient notifiés. Cette info m'a été envoyée par une certaine Zaza BXL07 que je remercie. En résumé, les prothèses mammaires en silicone présenteraient des risques sérieux pour les patientes. Le Royaume-Uni fait la course en tête pour faire venir les entreprises de l'IA en santé. Le stent retriever, c'est pour le moment mieux seul qu'accompagné. Et enfin, la Commission européenne gagne du temps sur l'application du règlement européen sur les DM de diagnostic in vitro. Si vous souhaitez creuser ces sujets, je vous invite à consulter les notes de cet épisode. Ici s'achève cet épisode d'actualité sur les dispositifs médicaux. On se retrouve bientôt avec un épisode à thème cette fois-ci. D'ici là, portez-vous bien, faites découvrir 2 mots sur les dispositifs médicaux à vos amis, à votre belle-mère ou à votre cousin. Merci beaucoup pour votre écoute et on se retrouve très bientôt. Salut à tous!